Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Bon début de semaine avec Métropole. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau ce matin le nouvel ambassadeur du Canada en poste en Haïti. Il s'agit de M. André-François Giraud. Il était de passage en Haïti au cours des années 90, fin 99 si je ne m'abuse, sous la présidence de René Préval. Et aujourd'hui, c'est lui qui est là pour assurer la présence du drapeau canadien dans l'air haïtien. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Bonjour, merci beaucoup. Tout un honneur pour moi. Voilà. Et comme première question, c'est avec quel sentiment vous avez accepté de remplacer M. Sébastien Carrière en Haïti? Avec beaucoup d'humilité. J'ai des grandes chaussures à chausser, des grandes pointures. Mais bon, comme vous le savez, pour le Canada, Haïti est une relation importante, une relation particulière. Pour notre premier ministre et notre ministre des Affaires étrangères, ce sont des dossiers qui sont très près de leur cœur. Donc, évidemment, je sentais le poids de ces responsabilités, surtout dans les circonstances actuelles où il y a tellement à faire, malheureusement, et on espère pouvoir accompagner Haïti vers un avenir plus brillant, tant du point de vue sécuritaire que humanitaire. Voilà. Les souvenirs de 1999 à comparer à ce que vous vivez aujourd'hui? Ben, c'est sûr que quand je suis venu en 99, j'étais à l'époque jeune diplomate aux Nations Unies, responsable pour le dossier haïtien. Le Canada est au Conseil de sécurité, donc j'en avais profité pour venir voir sur le terrain une situation vraiment différente, sans aucun doute. On était plein d'espoir. Le Canada était déjà très impliqué dans la formation de la police nationale haïtienne qui était toute nouvelle. Et j'avais eu la chance, j'avais passé une bonne semaine, sortir de la capitale. J'avais même loué une voiture, pris du temps personnel pour aller visiter les alentours. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez contrastant de voir la différence au niveau sécuritaire. Mais l'accueil, la chaleur, la culture haïtienne est toujours aussi vibrante. Vous êtes diplomate en Haïti, vous êtes ambassadeur du Canada dans un contexte de crise politique aiguë. D'abord, une crise qui est née de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Et le Canada s'est impliqué. Des délégations canadiennes sont venues en Haïti, et ceci à plusieurs reprises pour évoquer la nécessité que le pays soit remis sur les rails. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, vous avez récemment affirmé sur les ondes d'une station sœur que c'est maintenant qu'il faut s'entendre. Dois-je comprendre qu'à travers cette phrase, c'est maintenant qu'il faut s'entendre ou jamais? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Non, évidemment que c'est maintenant. Je pense que le moment est propice. On ne refera pas l'histoire, mais vaut mieux tard que jamais, c'est mon point de vue. La force multinationale s'en vient, la crise sécuritaire est au pire. Il y a de l'espoir dans l'air, mais ce qui serait important, ce qui est très important à nos yeux, c'est qu'on ait ce dialogue national inclusif, de façon à ce que cette force soit accueillie par ce que j'appellerais les forces civiles, politiques haïtiennes. Le moment est propice parce qu'on a aussi le processus de médiation du CARICOM avec les personnalités imminentes. Ils sont en ville en ce moment, ils sont à Port-au-Prince, en Haïti, et ils ont réussi, je pense, à mettre sur la table des idées qui pourraient
être le germe d'une entente qui permettrait à ces forces civiles, politiques, à aller de l'avant et mettre en branle le processus électoral et aussi être un interlocuteur à cette force multinationale qui arrivera bientôt. Je suis content d'entendre de vous entendre dire que la force viendra. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes dans les esprits des Haïtiens. Vous pouvez affirmer que cette force kenyane sera effectivement déployée en Haïti, monsieur l'ambassadeur? Je ne peux pas prédire l'avenir, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est impossible. J'ai aucune raison de penser que ça ne se fera pas. Évidemment, comme tout, il y a toujours des écueils sur le chemin, il y a toujours des problèmes à régler, mais j'ai bon espoir que les choses, toutes les informations que j'ai, c'est que les choses bougent dans la bonne direction. Évidemment, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, tant du côté kenyan que du côté onusien. Et il y a aussi la nécessité de recruter des membres qui constitueront cette force. Mais tout ça, tout ce travail se fait derrière la scène de façon très, très sérieuse. Que pouvez-vous partager avec nous, monsieur l'ambassadeur? Partager ou révéler à la question de savoir pourquoi le Canada n'avait pas choisi de venir nous aider de préférence? Pourquoi le Canada n'a pas pris le leadership, de la force? J'ai bien dit pourquoi. Est-ce que vous pouvez partager quelque chose avec nous? Non, malheureusement, je ne peux pas. C'est secret du cabinet, mais je peux vous dire que ça a été considéré très sérieusement. Malheureusement, le moment n'était pas le bon moment pour le Canada, mais le Canada a choisi d'exprimer son leadership différemment, justement en annonçant ces 100 millions d'appui à la police nationale. Donc, dans la mesure où ce n'était pas possible pour nous de prendre la direction de la force, on a souhaité tout de moins exprimer notre leadership en appuyant la police nationale sur le moyen et long terme et aussi en aidant la communauté internationale à se coordonner de façon à ce que ces efforts portent le maximum de fruits, le maximum d'impact. Évidemment, c'est l'un des points qui était dans la liste des questions à vous poser, monsieur l'ambassadeur, cette histoire de 100 millions débloqués par le Canada pour la police nationale. Et l'annonce que vous avez faite récemment sur la station sœur fait des vagues, soulève même des controverses de la part d'un syndicat qui souhaite en savoir plus, puisque vous avez dit plus de 42 millions ont été déjà dépensés pour la police nationale. Le syndicat qui fait partie intégrante de l'institution n'aurait rien vu de cet argent-là. Vous avez des précisions à nous donner? Vous savez, où sont passés ces 42 millions? Les projets ont été adoptés, les partenaires ont été identifiés. De notre point de vue, c'est de l'argent décaissé. Évidemment, il faut quand même mettre en place l'infrastructure pour le recevoir. Mais d'un point de vue bureaucratique, cet argent-là, il est dépensé pour nous. Donc, plus de 42 000 déjà? 42,5 millions sur le 100 millions. Évidemment, et on a des projets dans le pipeline pour la totalité du montant. Donc, excusez-moi, oui. Décaissé, mais non encore dépensé. Peut-être que l'effet concret n'est pas visible sur le terrain, mais cet argent-là, il est, oui, effectivement, attribué. Donc, mais encore une fois, c'est beaucoup d'argent. On ne dépense pas ça du jour au lendemain non plus. Et d'où l'importance, je faisais référence au processus de coordination, parce que depuis que je suis arrivé ici, ce qu'on nous dit, c'est à quel point c'est important d'appuyer la police de façon à répondre à ses besoins concrets et réels. Et là-dessus, le Canada a mobilisé la communauté internationale pour s'assurer que les besoins de la police soient bien compris et qu'ils soient bien communiqués à l'ensemble de la communauté internationale, qu'ils puissent par la suite y répondre de façon intelligente, coordonnée. Et c'est aussi simple que de dire, si on a besoin de véhicules, on va tous acheter le même véhicule de façon à ce que l'entretien de la flotte soit plus simple pour ce qui est de la connaissance de la mécanique et du remplacement des pièces. Donc, c'est un petit exemple tout simple, mais qui marque un peu le point. Donc l'idée, il y a beaucoup de travail qui se fait comme ça. Bon, alors, si je reviens sur la question, c'est tout simplement parce que d'abord, il y a des questionnements de la part de la police nationale et nous aussi, citoyens
haïtiens, si nous entendons une telle information, nous devons chercher à savoir un peu plus sur ce qui a été fait de cet argent. D'abord, il y a eu un avion qui a survolé Haïti. Est-ce que c'est de cet argent que le Canada a puisé pour financer le... Non. Je n'ai pas d'informations particulières à cet effet-là, mais je peux vous dire sur mon expérience que ce ne serait pas... Non. Quand on parle de 100 millions, c'est vraiment en appui direct à la police. Ce n'est pas pour payer les vols canadiens, les vols d'avions canadiens. Mais vous n'avez pas d'explication claire sur où cet argent a été investi? Infrastructure ou... Il y a 3 grands axes pour le moment, puis il y a un 4e qui a été annoncé récemment au sommet CARICOM. Reconstruction des commissariats qui ont été détruits par les gangs. Il y a aussi des équipements pour la police douanière sur la frontière et également de la formation technique de la part de la GRC. Donc, évidemment, notre police nationale va se mobiliser pour aider, accompagner la police nationale haïtienne à mieux répondre à la violence causée par les gangs. Et à CARICOM, en marge de CARICOM, on a aussi annoncé 3,4 millions en aide pour le contrôle des armes en Haïti. Donc ça, c'est un autre... Mais tout ça, ça vient de cette enveloppe de 100 millions, qui se totalise 40. Vous savez, Monsieur l'ambassadeur, il y a des gens qui pensent que si cet argent avait été effectivement investi dans la police nationale, on n'aurait même pas besoin de faire venir les Kenyans pour combattre les gangs. Je pense que malheureusement, le défi est plus complexe que ça parce qu'il y a aussi, en ce moment, il y a un manque d'effectifs au sein de la police. Donc, je sais qu'il y a un effort de recrutement qui n'est pas simple non plus. Mais bon, de notre point de vue, vous avez, nous, notre axe prioritaire d'intervention, c'est de renforcer la police nationale, de lui donner les outils pour qu'elle puisse faire son travail efficacement. Je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire qu'il y a une crise en ce moment qui a besoin d'une aide exceptionnelle. Donc, d'où la mission multinationale qui viendra aider à rétablir un peu de sécurité. Mais la mission multinationale, c'est ponctuel, c'est temporaire, c'est pas sur le long terme. Donc, elle viendra en appui à la police nationale. Et pendant ce temps-là, ça donne la chance à la police nationale de respirer un peu, de se réorganiser, de se rétablir. Mais oui, à terme, j'espère que vous avez raison. À terme, une fois ces investissements faits, la venue de la force, la police pourra poursuivre son travail efficacement. Et pour terminer, disons, avec ce chapitre, là, j'ai entendu les syndicalistes de la police nationale évoquaient la nécessité d'interroger ou bien encore de questionner le haut état-major de l'institution policière. Est-ce que vous les encouragez dans cette voie à aller questionner le haut état-major pour savoir plus, pour se faire une idée exacte de l'utilisation faite de cet argent promis ou encore décaissé par le Canada? Deux choses. Évidemment, société canadienne, nous, on croit beaucoup dans le dialogue à tous les niveaux, la transparence des organisations. Donc, moi, j'encourage toujours les gens, si vous avez des questions, posez-les. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous, c'est long dépenser 100 millions. C'est compliqué dépenser 100 millions. Et une des raisons pourquoi ça prend un peu de temps, c'est parce qu'on veut justement s'assurer qu'on le dépense de façon judicieuse. Donc, il y a beaucoup d'efforts. Nous, on a de très bonnes relations avec les techniciens à la Police nationale haïtienne, avec nos techniciens pour justement bien comprendre ses besoins. Et d'où l'importance d'avoir des gens du terrain qui comprennent, qui parlent le même langage et qui finalement sont capables de vraiment communiquer ses besoins. Donc, moi, de mon côté, j'ai aucun doute que cet argent, il est bien investi, il est investi de façon judicieuse, mais s'il y a des doutes au sein des forces policières haïtiennes, oui, évidemment, ils doivent poser des questions. Revenons à la crise politique pour parler de la présence des émissaires de la CARICOM qui sont là.
Vous avez entendu des nouvelles sur l'état d'avancement ou encore sur le processus, sur les négociations en cours en vue d'un dégel de la crise actuelle? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je lis les journaux, comme non, parce que j'ai entendu que les diplomates se parlent en général. Oui, mais je peux vous dire que les personnalités imminentes du CARICOM tiennent leur indépendance à cœur. Donc, nous n'avons pas eu de relation directe ou indirecte avec eux. Évidemment, j'ai les oreilles un peu tendues ici et là, donc les gens se parlent, mais et je lis les journaux. Ils sont ici jusqu'à demain. Donc, il y a encore du temps. J'espère que le bien de la population haïtienne sera ce qui primera au final. La nécessité, s'il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est la nécessité d'aller de l'avant, de remettre le pays sur le rail constitutionnel. Et la meilleure façon de faire ça, c'est en ayant des élections. Et si cette entente, il y a une possibilité pour les forces vives de la société haïtienne de se rencontrer et de s'entendre sur les prochaines étapes de façon à justement aller de l'avant avec ces élections, eh bien, moi, je pense que c'est maintenant, avec ces personnalités ici qui essaient de faciliter ça, qu'il faut le faire. Petite question qui peut-être peut déranger, Monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que cette crise-là qui traverse le pays a été conçue et fabriquée par l'international. Vous avez une réaction ou encore comment vous comprenez ça? C'est la première fois que j'entends cette idée, mais bon, je suis tout nouveau encore, mais vous donnez trop d'importance à l'international, je pense. En tout cas, je ne peux pas parler pour l'ensemble de l'international, mais je peux vous dire qu'une chose est sûre, le Canada, ce qu'on souhaite, c'est des solutions haïtiennes pour les Haïtiens. Et on est prêt à vous accompagner, mais ma demande à tout le monde, c'est entendez-vous. Entendez-vous sur quelque chose et puis vous aurez toujours l'appui du Canada. Si vous êtes... voilà. Donc, nous devons nous entendre d'abord. La démocratie, je disais à des amis, la démocratie, c'est pas que des règles, c'est un état d'esprit. Et il faut évidemment être en ordre avec les règles constitutionnelles. Malheureusement, maintenant, c'est très difficile de trouver, il y a ce vide un peu juridique, mais l'état d'esprit de la démocratie, il existe, il est toujours là. Donc, c'est d'avoir le diapason de la population, d'avoir le bien de la population à cœur. Et même un leader démocratiquement élu ne peut pas se permettre de prendre des décisions alors que la majorité de la population est contre. C'est un des principes qui, à mon avis, est à la base de l'esprit démocratique. Donc, voilà, je pense qu'une entente avec l'essentiel des forces politiques haïtiennes permettrait justement de passer outre à l'incertitude constitutionnelle et de remettre le pays sur le rail. Je retiens, Monsieur l'ambassadeur, cette phrase-là que vous avez émise il y a justement 2 ou 3 minutes. Vous avez dit que c'est pour la première fois que vous entendez ce genre de réflexion. Et selon vous, on accorde trop d'importance à la communauté internationale. Est-ce que je dois retenir ça? L'international, le Canada, c'est la même chose. L'international est partout dans la politique canadienne maintenant, mais en bout de ligne, moi, mon point de vue, c'est que c'est le pays souverain, Haïti, doit se prendre en charge, voilà, et se regrouper et aller de l'avant. Donc, évidemment, à l'international, personne, il n'y a pas un pays au monde maintenant qui peut faire fi de l'international. Donc, ne me faites pas dire les choses. Mais en même temps, ce que je voulais essayer d'exprimer, c'est que la solution, elle va venir des Haïtiens. Elle ne viendra pas de l'international. Ça, je peux vous dire. Et c'est quelque chose au Canada auquel on croit très fermement. Merci, Monsieur l'ambassadeur. André-François Giraud, je vous invite à observer la pause avec moi. On reviendra tout de suite après. La pause ne sera pas longue.
À tout de suite. À tout de suite, voilà. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le nouvel ambassadeur canadien en Haïti, monsieur André-François Giraud. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est l'ambassadeur du Canada, monsieur André-François Giraud, qui est avec nous sur le plateau. Monsieur l'ambassadeur, parlons maintenant des personnalités sanctionnées par votre pays. Aujourd'hui encore, quelques mois après cette annonce, certaines gens se posent la question à savoir sur quelle base votre pays a sanctionné ces personnalités. Qu'est-ce que vous avez en main en termes d'informations exactes et réelles sur ces personnalités? Bon, la première chose que je dois dire sur les sanctionnés, c'est que nous y croyons. Nous croyons beaucoup à l'importance d'envoyer ce message fort pour justement essayer de changer les comportements. Donc, si les gens sont sanctionnés, c'est parce que nous avons de bonnes raisons de croire qu'ils contribuent à l'insécurité auquel vit Haïti maintenant, auquel Haïti fait face. Personnellement, je n'ai jamais vu les dossiers. Bon, je suis nouveau, je ne sais pas si ça fait partie du processus que je sois consulté ou non. Ça, je ne peux même pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des juristes professionnels qui font cette analyse et qui font une recommandation à Mme Joly qui, par la suite, doit prendre la décision d'inclure les gens ou non sur les listes. Et c'est sur la base de toute information utile. Donc, information publique. On parle d'information publique, aussi d'informations évoquées par les influenceurs, par exemple, sur les réseaux sociaux. Vous y croyez vous-même? Vous pensez que ça peut être une source crédible? Je pense que, moi, ce à quoi je crois, c'est que les gens qui font l'analyse, ce sont des professionnels qui connaissent bien la nature du monde dans lequel on vit et qui vont apporter un esprit critique face à ces informations. Donc si c'est sûr qu'une allégation sur un réseau social versus quelque chose d'autre, je pense qu'ils ont la capacité de faire cette évaluation. Encore une fois, moi, j'ai aucun doute à l'effet que ce travail, il est fait de façon rigoureuse par plusieurs individus sur la base d'informations qui est crédible. Voilà. Et les possibilités de recours? Je me rappelle avoir posé cette question à votre prédécesseur. Et est-ce que les chances de recours sont quasi nulles? Bon, les chances de succès, évidemment, dépendent du bien fondé de la demande, mais le Canada étant un pays de droit, évidemment, toute personne sanctionnée a la possibilité de faire des représentations auprès de la ministre pour Mme Joly, pour poser des questions et demander une revue du dossier. Donc, on peut retirer quelqu'un de la liste? Mme Joly a ce pouvoir, oui, définitivement. Si elle est convaincue qu'il y a eu erreur, effectivement, j'ai aucun doute qu'elle prendra les actions nécessaires. Et les torts causés à la personne? Ah, ça, c'est autre chose. Mais encore une fois, bon, attendons de voir ce que l'avenir nous donnera. En principe, c'est ce 13 que les Nations unies devraient se prononcer sur une autre liste. Est-ce que celle des Nations unies va être complétée ou bien est-ce que la liste des Nations unies sera différente de celle des États-Unis et du Canada? Ou bien elles seront tout simplement complémentaires? Elles seront... Il y a des chevauchements. Il n'y a aucun doute qu'il y a des chevauchements entre les différentes listes. Comme la liste canadienne et la liste américaine c'est pas un copier-coller des unes et des autres, ce sera la même chose avec les Nations unies. Donc, il y a des noms qui peuvent se retrouver sur une, sur deux, sur trois listes. Oui, effectivement, les Nations unies devraient finaliser le processus, la première étape, bientôt. Mais ce sont des régimes complètement différents. Vous comprenez bien que le régime de sanctions canadiennes n'a effet qu'au Canada. Même chose pour les Américains. Celui des Nations unies aura un effet universel. Et dans le cas où toutes ces listes-là seront injustes?
en partie, je dirais, en cas où elle serait injuste? Moi, je ne crois pas aux conspirations, monsieur. Donc, dans la mesure où on peut faire une erreur ici et là de façon isolée, mais à un moment donné, il faut tirer les conclusions. Le Kenya, cette force-là, vous avez dit qu'elle sera là pour nous aider à mater les gangs, à faire face au grand banditisme. Mater les gangs, son rôle principal, c'est de venir en appui à la police nationale, d'appuyer la police nationale dans son travail. Et évidemment, dans la mesure où les gangs sont une source d'insécurité, ce sera de ramener une certaine sécurité. Oui. Mais je ne pense pas que son rôle, ce sera de... Ça reste à être défini. Parlons migration maintenant, monsieur l'ambassadeur. Je ne vais pas dire à l'instar des États-Unis, en tout cas, le président Biden a rendu public plusieurs politiques migratoires ces derniers mois. Question de permettre à des Haïtiens qui le désirent de venir aux États-Unis. C'est quoi la différence entre le programme canadien pour les ressortissants étrangers, pas uniquement haïtiens? C'est quoi la différence et comment des Haïtiens peuvent-ils tirer parti de ce programme? Bon, le programme canadien vise des objectifs similaires. Essentiellement, compte tenu de la situation humanitaire en ce moment en Haïti et au Venezuela et en Colombie, nous avons ouvert ce programme où 15 000 personnes, 11 000 par réunification familiale pourront venir au Canada des ressortissants de ces trois pays. Donc, pour ce qui est, et ce sont les mêmes règles pour les uns et les autres. Essentiellement, ce que nous avons fait dans les circonstances, nous avons... donc, il faut avoir un membre de sa famille qui est un résident ou un citoyen canadien majeur, donc plus de 18 ans. Après ça, nous avons pris une définition élargie de la famille, parce que quand on fait la réunification familiale, normalement, on a une définition beaucoup plus limitée de la famille, mais dans ce cas-ci, ça peut être un conjoint, parents, enfants, grands-parents, frères et sœurs, qui n'est pas le cas normalement. Dans les circonstances, on a aussi pris la décision de rendre le programme gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun frais d'application et même certaines aides pour les gens. L'objectif, c'est malheureusement, ce sera très bientôt, mais on n'est pas en mesure de recevoir des applications encore, mais ça s'en vient bientôt. Et l'idée, c'est d'essayer de finaliser les décisions d'ici la fin mars 2024. Donc, ça devrait bouger assez vite. J'ai entendu la semaine dernière que le Québec, dans un premier temps, ne serait pas prêt d'accueillir des migrants. Et dans un second temps, on avait dit oui, on serait prêt à les accueillir moyennant un test de français. Vous êtes au courant? Bien, pour ce programme en particulier, celui auquel on fait référence, qui est la réunification familiale élargie pour Haïti, le Québec a opté de ne pas participer. Pour ce qui est du reste du programme d'immigration du Québec, il y a beaucoup de discussions en ce moment qui se fait sur quels seront les critères, parce que le Québec gère sa propre immigration au sein de la Fédération. C'est une entente que nous avons avec la province. Et je sais qu'il y a beaucoup de discussions et effectivement, il y a eu des références au fait qu'un test de français pourrait être nécessaire. Mais bon, il faudra poser la question directement au Québec pour l'avenir. Je comprends. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez revenir sur... Parce que quand même, si on est là pour aider les Haïtiens à mieux comprendre certaines choses, est-ce que vous avez une idée des critères? Essentiellement, comme je vous disais, il faut être haïtien, il faut avoir un membre de sa famille, soit un frère, un parent, un grand-parent, qui est résident canadien ou résident permanent et qui n'est pas en état de faillite personnelle ou qui n'est pas sous les verrous, c'est-à-dire en prison. Mais c'est à peu près ça, les critères. Hein? Donc, faillite personnelle, ça voulait dire quoi?
Bien, c'est quelqu'un qui qui n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins et qui a accumulé un nombre de dettes tellement grand qu'il n'a plus la capacité de rembourser ses dettes. Donc, un individu au Canada peut déclarer faillite personnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens ont des dettes, surtout avec cette crise. Le pays qui est, la région métropolitaine notamment, qui est à 85% contrôlée par les gangs. Donc, de nombreux Haïtiens ont des dettes. Est-ce que ça veut dire beaucoup de Canadiens ont des dettes aussi, mais le concept de faillite personnelle, c'est quand vous êtes dans une situation où la possibilité de rembourser vos dettes devient complètement impossible. Donc, vous déclarez faillite personnelle, vous êtes libéré de vos dettes et vous pouvez continuer votre vie comme citoyen. Dans ces circonstances, c'est une des limites parce que, bon, dans la mesure où la personne n'a pas été en mesure de subvenir à ses propres besoins, est-ce qu'elle peut vraiment accueillir des membres de sa famille et voir à leur bien-être? Donc, il y a quelques critères comme ça, mais je peux vous dire de façon générale, c'est très généreux. Mais est-ce que l'on doit avoir quelqu'un au Canada pour vos invités ou bien qui est disposé à vous accueillir? Est-ce que c'est le cas? Bien, il faut avoir, on appelle ça un ancrage. Oui. C'est un membre de votre famille qui est résident permanent, citoyen canadien. Comme c'est le cas aux États-Unis? Je peux pas faire, je veux pas entrer, je peux pas parler du système américain, mais voici pour le Canada. Je suis d'accord, c'est parce qu'en général, pour le programme communément appelé programme Biden, il faut que quelqu'un remplisse la forme pour vous. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est pareil? J'ai un ami, un proche, parent, qui est au Canada, et puis lui, il souhaite me recevoir. Donc, lui, il entreprend les premières démarches. Vous ne pouvez pas faire le programme si vous avez un cousin à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans et qui n'est pas au courant de votre demande, par exemple. Donc, voilà. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait entente entre les parties, tout à fait. Mais encore une fois, tous ces détails seront communiqués bientôt. Et les gens pourront, à ce moment-là, soumettre leurs applications. Vous avez dit 15 000. Ces 15 000-là, ce n'est pas 15 000 Haïtiens. C'est 15 000 pour les trois pays et c'est 11 000 sous la réunification familiale. Il y a un 4 000 qui est plus économique, travailleurs temporaires. Il y a un quota exigé par pays? Non, pas à ma connaissance, non. Tous les pays ont la même chance. Mais c'est sûr que vous avez intérêt à ne pas trop tarder. Voilà. Globalement, Monsieur l'ambassadeur, la coopération entre Haïti et le Canada aujourd'hui est, selon vous, satisfaisante? Oui. La coopération bilatérale d'État à État. Bilatérale. Oui. Vos priorités, vos domaines d'intervention prioritaires sont la sécurité, je sais. La sécurité, écoutez, c'est notre plus grand programme d'aide au développement dans les Amériques, le programme canadien ici. Et donc, on y croit beaucoup, on investit beaucoup de temps. Donc, il y a toute une équipe qui est très investie à s'assurer. Et on travaille beaucoup en appui à la police, mais il y a tout le travail humanitaire et le travail d'éducation, le travail de gouvernance, le travail de santé, le travail Donc, tout ça, ça continue. Et l'année dernière, 125 millions ont été dépensés juste en aide au développement et auquel on ajoute le 100 millions pour la police. Donc ça, si vous me demandez quels sont mais l'endroit où je passe mon temps, c'est essentiellement beaucoup sur ces questions. Et c'est important parce que c'est l'avenir du pays. Quand un ambassadeur est dans un pays, il est attentif à tout ce qui se passe dans ce pays, tout en s'abstenant de s'immiscer dans les affaires internes du pays en question. La question que je vais vous poser a rapport à la relation entre Haïti et la République dominicaine. Le scandale provoqué par le canal, vous en avez entendu parler, monsieur? Oui. Et ça vous dit... C'est impossible de ne pas en avoir entendu. Et ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi, ce dossier-là? Comment vous le comprenez? Je trouve ça dommage et j'espère que les partis trouveront un terrain d'entente bientôt. Je sais qu'il y a déjà certaines choses qui ont été, des ajustements, des accommodements qui ont été faits, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage.
Et on espère que ça se réglera bientôt. Et qu'est-ce qui est dommage? Le scandale provoqué par le canal ou bien Non, bien la réaction des deux pays? La réaction des deux pays, la réaction d'un pays, l'incompréhension, le fait de... Je pense que s'il y a une chose auquel on croit fortement, nous, au Canada, c'est le fait de s'asseoir, de discuter, de trouver des solutions. Donc, c'est sûr qu'on encourage les partis à faire de même. Mm-hmm. Vous avez entendu ce slogan haïtien. Je sais que vous êtes à peine arrivé, fraîchement arrivé. Votre créole ne doit pas être trop long, si je ne m'abuse. Mais si on vous dit canal la pape campé, vous comprenez ce que cela veut dire? Non. Non, il ne comprend pas. Canada? Non, pas Canada. Canal. Canal? Pape campé. Oui. Oui, je l'ai lu, je l'ai vu, mais je ne suis pas... Rafraîchissez-moi la question. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Non. Canal la pape campé, c'est-à-dire les travaux du canal ne doivent pas s'arrêter oui. En chemin. Mm-hmm. Donc, canal la pape campé, donc vous comprenez? Oui. Donc, c'est senti, c'est fort. À votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec les Haïtiens qui disent que canal la pape campé? Comme vous avez dit, il y a des limites à ne pas franchir. Sur ces questions purement nationales, je n'ai pas vraiment d'opinion. Mm-hmm. Il y a des étudiants qui me demandent de vous poser cette question, à savoir est-ce qu'il n'y a pas de programme de bourse en perspective pour les jeunes Haïtiens, à part le programme de migration dont on vient de parler? Écoutez, c'est une bonne question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais je vais faire mes devoirs, puis je reviens vers vous avec les réponses. Je suis convaincu qu'il doit y avoir des possibilités. Là. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, mais quels sont ces programmes, comment les accéder, de quel ordre ils sont, ça, je ne suis pas au courant. On va refermer l'interview avec la crise politique, Monsieur l'ambassadeur. C'est maintenant qu'il faut s'entendre. C'était votre conseil. Mm-hmm. C'est votre conseil. Et vous le maintenez. Ah, mais oui. C'est maintenant qu'il faut s'entendre. Oui. Est-ce que vous voulez dire que les Haïtiens doivent profiter de la présence des émissaires pour trouver un consensus, un compromis, un accord ou une entente? Beaucoup d'efforts ont été investis à essayer de comprendre les positions des uns et des autres, essayer de les rapprocher. Je sais que les éminentes personnalités ont mis des idées concrètes sur la table. J'espère que... Ces éminentes personnalités sont à leur 4e mission. Oui. Jusqu'à présent, rien. Rien. Mais bon, il y a des défis qui ne se règlent pas en un coup. Mais de mon point de vue, c'est maintenant qu'il faut s'entendre parce que je pense que tout a été dit. À un moment donné, il faut reconnaître que tout a été dit. Je comprends très bien votre position, vous comprenez très bien la mienne. Bon, maintenant, retroussons nos manches, trouvons un terrain d'entente au bénéfice de la population, de façon à ramener le pays sur le rail constitutionnel et de passer à des élections. Et la seule façon qu'on peut le faire, c'est avec des élections. Donc, notre point de vue, c'est aujourd'hui, c'est mieux que demain. Demain, c'est mieux qu'après-demain. Donc, le plus tôt sera le mieux. Et je pense qu'il y a vraiment une occasion maintenant qui est tangible, qui est concrète. Et je pense que c'est jamais simple. Hein? Il faut savoir s'élever au-dessus des fois des positions très, très fortes personnelles. Mais c'est jamais simple. Mais j'encourage vraiment toutes les parties à faire preuve de flexibilité, de vision et encore une fois, d'arriver à une entente qui sera là pour le bénéfice de la population dans son ensemble. Haïti peut compter sur une aide canadienne pour l'organisation des prochaines élections, même si on ne sait pas quand elles vont se tenir? Écoutez, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense que je peux dire avec une certaine légèreté d'esprit que oui, je pense que le Canada sera au rendez-vous, définitivement. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. J'étais très content de pouvoir vous poser des questions ce matin pour une première interview. J'espère qu'il y en aura pas mal, qu'il y en aura d'autres pendant
votre mandat ici en Haïti. Je vous laisse le soin, Monsieur l'ambassadeur, de placer le dernier mot. Peut-être vous avez des choses à cœur que vous n'auriez pas dites pendant l'interview. Allez-y, c'est votre tour de le faire. Merci beaucoup pour cette belle occasion. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Effectivement, si ce n'était pas clair à travers mes propos, s'il y a une chose qui filtre, qui colore toutes les positions canadiennes, c'est des solutions haïtiennes pour les Haïtiens. Donc, on y croit vraiment. C'est quelque chose qui, pour nous, est central. Donc, on encourage vraiment toutes les parties à trouver ces solutions et le Canada sera toujours là pour vous accompagner. Merci encore une fois. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur du Canada, André-François Giroux, était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Bonne journée, passez une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.